Cours numéro 4, donc le contrôle des sociétés. On va adopter l'organisation habituelle, c'est-à-dire première partie et deuxième partie. Première partie, le contrôle par les associés, ce sera notre grand 1, et nous commencerons par ce développement, et nous verrons ensuite grand 2, le contrôle par les autres organes. Donc grand 1, le contrôle par les associés. Alors, une fois n'est pas coutume, dans ce paragraphe, nous aurons 3 sous-parties. Donc, la première, c'est le droit d'information des associés. Ce sera notre grand A. Nous verrons ensuite grand B, l'approbation des comptes annuels. Et ensuite, grand C, les décisions réservées aux associés. Donc, nous commençons par le grand A, le droit d'information des associés. Les associés sont les propriétaires, les associés ou actionnaires, hein, ça dépend des sociétés. Les associés ou actionnaires sont les propriétaires de la société, donc ils détiennent les parts sociales ou les actions qui composent le capital social. Ce sont donc les propriétaires de la société. Pour autant, ils ne sont pas engagés quotidiennement dans le fonctionnement de la société. Donc, ils sont propriétaires de la société. Ils ont plus ou moins de pouvoir selon l'importance de leur participation au capital social, mais être associé, ça ne veut pas dire s'intéresser tous les jours à la gestion de la société, et encore moins, évidemment, prendre des décisions pour conduire cette gestion, ce qui est du ressort des dirigeants. Donc, lorsqu'on est associé, on est propriétaire, copropriétaire d'une société, mais on a très peu d'informations sur le fonctionnement quotidien de cette société. Et c'est toute la difficulté de l'information des associés. Et la loi prévoit un certain nombre de règles qui sont valables dans quasiment toutes les sociétés. Il y a toujours cette exception de la société par action simplifiée, la SAS, dans laquelle la liberté d'organisation est très grande. Mais pour les autres sociétés, les associés ont des prérogatives qui leur sont réservées par la loi et qui leur permettent de recevoir un certain nombre d'informations. Ce sont ces prérogatives que nous allons évoquer donc dans ce grand A consacré au droit d'information des associés. Alors, il y a 2 points à aborder dans ce cadre-là. Tout d'abord, premier point, les associés bénéficient de prérogatives leur permettant d'être informés de la situation comptable et financière de la société. Donc, les associés bénéficient de prérogatives leur permettant d'être informés de la situation comptable et financière de la société. Alors, je ne vous citerai pas tous les moyens dont disposent les associés pour être informés, parce qu'il nous faudrait nettement plus d'1 heure et quart pour traiter ce cours. J'ai retenu les principaux droits dont disposent les associés. Et dans ce cadre-là, donc, je vous en cite 2. Il y a tout d'abord le droit de consultation des comptes annuels avant l'assemblée d'approbation des comptes. Donc, le premier droit d'information, c'est le droit de consultation des comptes annuels avant l'assemblée d'approbation des comptes. Dans toutes les sociétés, exception faite de la SAS, mais qui reprend souvent sur ce point les dispositions de la société anonyme, dans toutes les sociétés, les associés ou actionnaires doivent avoir communication au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée annuelle. Donc, les associés ou actionnaires doivent avoir communication au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée annuelle d'un certain nombre de documents on verra le détail tout à l'heure, mais parmi ces documents figurent les comptes sociaux
du dernier exercice sur lesquels donc les associés vont devoir se prononcer, qu'ils vont devoir approuver ou ne pas approuver. Donc, ce droit de consultation des comptes annuels, il est exercé par les associés avant l'assemblée d'approbation d'un compte. Ils doivent pouvoir prendre connaissance des comptes sur lesquels ils vont se prononcer, donc ils vont adopter ou ne pas adopter, et ils doivent en avoir communication avec un délai suffisant, en général 15 jours, pour pouvoir les étudier et le cas échéant, obtenir des explications de la part d'experts ou de personnes qui pourraient leur donner de telles explications. Et puis, en marge de ce droit de consultation qui s'exerce avant l'assemblée annuelle, les associés bénéficient d'un droit de communication permanent. Donc, les associés bénéficient d'un droit de communication permanent qui porte sur les documents comptables et juridiques des 3 derniers exercices. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les associés bénéficient d'un droit de communication permanent qui porte sur les documents comptables et juridiques des 3 derniers exercices. Donc, droit de communication permanent qui porte sur les documents comptables et juridiques des 3 derniers exercices. Donc, les documents comptables et juridiques, ça veut dire les comptes sociaux, mais aussi le rapport de gestion, les procès-verbaux des assemblées générales et encore d'autres documents. Comptes sociaux, rapport de gestion, procès-verbaux des assemblées générales. Cette liste n'étant pas exhaustive. Alors, que se passe-t-il si les associés estiment que les informations qui leur sont communiquées sont insuffisantes, soit avant l'Assemblée, soit dans le cadre de ce droit de communication permanent? Donc, les associés peuvent compléter ces informations au moyen de 2 prérogatives supplémentaires. Les associés peuvent compléter ces informations s'ils les estiment insuffisantes au moyen de 2 prérogatives complémentaires. La première, c'est le droit de poser des questions écrites donc le droit de poser des questions écrites concernant la gestion sociale. Questions écrites auxquelles les dirigeants sont tenus de répondre également par écrit. Donc les associés ont le droit de poser des questions écrites concernant la gestion sociale, questions écrites auxquelles les dirigeants sont également tenus de répondre par écrit. Les associés peuvent également demander si les réponses obtenues à ces questions écrites ne sont pas suffisantes. Les associés peuvent également demander au tribunal, donc ça se passe dans le cadre d'une procédure d'urgence qu'on appelle la procédure des référés. Donc les associés peuvent demander au tribunal la condamnation sous astreinte des dirigeants à communiquer telle information. Donc ils peuvent demander au tribunal la condamnation sous astreinte des dirigeants à communiquer telle information qui serait manquante ou incomplète. Ou alors, ils peuvent demander au tribunal la nomination d'un mandataire. Donc, ils peuvent demander au tribunal la nomination d'un mandataire dont la mission consistera à collecter puis à communiquer cette information. Donc, ils peuvent demander au tribunal la nomination d'un mandataire dont la mission consistera à collecter puis à communiquer cette information à l'associé qui aura fait cette demande.
Donc, nomination d'un mandataire dont la mission consistera à collecter et à communiquer cette information à l'associé qui en aura fait la demande. Et si l'on va sur le terrain judiciaire, il y a deux possibilités supplémentaires pour les associés d'obtenir des informations, deux procédures qui sont possibles. La première procédure, elle est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. La première est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La première. Monsieur, moi, je n'ai pas compris, elles servent à quoi ces deux procédures? Je vais vous le dire, mademoiselle. Laissez-moi juste le temps de vous les décrire. Donc, la première qui est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, qui permet à un associé, avant un litige et dans l'optique d'un futur litige, d'obtenir la communication d'informations de la part d'un expert nommé par le tribunal. Donc la première, basée sur l'article 145 du Code de procédure civile, permet à un associé, dans l'optique d'un futur litige, et à condition que ce litige ne soit pas né, il ne faut pas que le tribunal soit saisi, donc permet à un associé, dans l'optique d'un futur litige, d'obtenir des informations grâce à un expert qui va être nommé par le tribunal et qui va donc réaliser une expertise pour obtenir des précisions ou un jugement sur telle ou telle situation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expertise in futurum. C'est ce qu'on appelle l'expertise in futurum, qui est une expression latine. Donc, expertise in futurum, expertise en vue d'un litige futur. Donc ça, c'est la première procédure qui est une procédure d'expertise un peu générale, c'est-à-dire que lorsqu'on veut avoir des renseignements sur un certain nombre de points, on peut demander la nomination d'un expert sur cette base et les informations collectées par l'intermédiaire de cet expert doivent permettre d'alimenter le dossier et doivent permettre à un associé d'apporter la preuve dans le cadre d'un litige qu'il envisage de lancer concernant le fonctionnement de la société, la responsabilité des dirigeants, etc. Donc cette expertise in futurum, c'est un moyen en fait de collecter des informations en vue d'alimenter la preuve d'un futur procès. Et puis la deuxième procédure, c'est ce qu'on appelle l'expertise de gestion. L'expertise de gestion, elle peut être engagée par un associé pour avoir des informations sur une opération particulière. Donc l'expertise de gestion a pour but d'obtenir des informations sur une opération de gestion particulière, et c'est bien une seule opération de gestion, là, ce n'est pas sur la situation générale de la société, mais c'est bien sur une opération de gestion. Et donc, elle vise à permettre la désignation d'un expert qui va rendre un rapport sur l'opération concernée. Donc, cette expertise de gestion vise à désigner un expert qui va rendre un rapport et donc son appréciation sur une opération de gestion concernée. Ça peut être la vente d'un actif, ça peut être la location d'un actif, toute opération qui poserait problème pour un associé. Voilà pour ce qui concerne le grand A, c'est-à-dire le droit d'information des associés. Ai-je bien répondu à votre demande sur le contenu de ces opérations d'expertise? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Juste, monsieur, est-ce qu'il y a Oui. un article particulier pour l'expertise de gestion ou pas?
Je ne l'ai pas noté, mais je vous le fournirai si ça vous intéresse. D'accord, merci. Mais je ne veux pas vous encombrer d'articles techniques. C'est la raison pour laquelle je ne cite pas tous les articles. Alors, grand B, l'approbation des comptes annuels. L'approbation des comptes annuels, c'est une étape importante de la vie de la société, dans toutes les sociétés. Donc, l'approbation des comptes annuels, c'est une étape importante de la vie de la société, dans toutes les sociétés, parce que souvent, c'est la seule assemblée qui se tient au cours de l'année. Et donc, c'est la seule occasion pour les actionnaires d'être rassemblés et d'être vraiment en contact avec le dirigeant. Donc, l'approbation des comptes annuels est une étape importante dans la vie de la société. C'est souvent, parfois ou souvent, la seule réunion des associés au cours de l'année, donc la seule occasion pour les associés d'être en contact avec les dirigeants. Alors, bien évidemment, en ce moment, enfin, l'année dernière, la plupart des assemblées ne se sont pas tenues physiquement. Elles se sont tenues soit à distance, soit même, pour un certain nombre de sociétés, à huis clos, et ont été retransmises par Internet. Évidemment, c'est une situation tout à fait particulière. Mais dans la plupart des cas, et dans un contexte normal, cette assemblée, c'est une occasion pour les associés donc, de se rendre dans les locaux de l'entreprise et puis d'écouter le compte-rendu par les dirigeants de leur gestion, et puis c'est l'occasion d'avoir des informations, de poser des questions. Bref, c'est vraiment le moment important pour les actionnaires de la vie de l'entreprise. C'est cette assemblée d'approbation des comptes annuels. Alors, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, donc cette assemblée doit être convoquée et tenue. Donc l'assemblée qu'on appelle l'assemblée générale annuelle doit être convoquée et tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Sauf pour les SAS ayant plusieurs associés, parce que là, la loi n'impose pas le respect de ce délai. Donc l'assemblée générale annuelle doit être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. La plupart des exercices coïncidant avec l'année civile, eh bien, l'assemblée d'approbation des comptes devra être tenue dans ce cas avant, enfin au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Et c'est amusant de constater le nombre d'assemblées d'ailleurs qui se tiennent chaque année le 30 juin, parce que nombre d'associés en fait ne sont pas tenus. On dit qu'elles sont tenues sur le papier, c'est-à-dire que les associés en réalité se contentent de signer le procès-verbal. La pratique est celle-ci, et en général, ces associés sont en contact avec les dirigeants et ont, par d'autres moyens, des informations sur la gestion de l'entreprise. Donc, sauf dans la SAS ayant plusieurs associés, l'assemblée d'approbation des comptes doit être convoquée et tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Et dans la plupart, en tout cas, l'obligation que lui fait la loi, c'est d'être réunie physiquement. Là encore, l'exception concerne les SAS où elle peut être tenue à distance, puisque ce sont les statuts dans la SAS qui déterminent les modalités d'adoption des décisions des associés. Cette assemblée ordinaire annuelle, elle a pour vocation de statuer sur les comptes de l'exercice précédent. Cette assemblée générale annuelle a vocation à statuer sur les comptes de l'exercice précédent. Ces comptes, ils sont préparés, ils sont établis par le dirigeant avec l'aide d'un expert comptable, bien sûr. Donc, ces comptes sont établis, préparés et établis par le dirigeant. Dans les sociétés anonymes,
c'est par le conseil d'administration ou par le directoire. Donc, ces comptes sont établis par les dirigeants et ils sont soumis pour approbation à l'assemblée ordinaire annuelle, donc au vote des associés dans le cadre de l'assemblée ordinaire annuelle. Alors, bien sûr, les associés en général approuvent les comptes, mais il est possible qu'ils n'approuvent pas les comptes, donc qu'ils refusent d'approuver les comptes. Et dans ce cas, évidemment, c'est un désaveu assez cinglant pour le dirigeant qui, alors la loi ne l'y oblige pas, mais qui, souvent dans ce cas-là, n'aura d'autre alternative que de démissionner, puisque le fait de ne pas approuver les comptes traduit une sanction des actionnaires en général sur la gestion qui est conduite par la direction. Alors, à cette occasion, le ou les dirigeants doivent communiquer aux associés ou aux actionnaires un certain nombre de documents. Donc, à cette occasion, les dirigeants doivent communiquer aux associés ou aux actionnaires un certain nombre de documents. Et plus précisément, parce que quand je vous dis à cette occasion, ça n'est pas très précis, la communication de ces documents doit intervenir avant la tenue de l'Assemblée et en général 15 jours avant la tenue de l'Assemblée. Donc la communication de ces documents doit intervenir avant la tenue de l'Assemblée et en général au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée. Alors quels sont ces documents qui doivent être établis et communiqués par les dirigeants? Alors il y a tout d'abord les comptes annuels, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a également les projets de résolution qui vont être soumis à l'approbation de l'Assemblée. Donc les comptes annuels, les projets de résolution qui vont être soumis à l'approbation de l'Assemblée. Et si vous avez la curiosité d'aller sur le site, vous trouverez donc droit des affaires Paris 4 en lettres .unblog.fr, unblog.fr, vous trouverez des exemples de ces documents. Donc le texte des résolutions qui vont être soumises à l'approbation de l'Assemblée, et puis un rapport de gestion rédigé par la direction, un rapport de gestion rédigé par la direction et qui a vocation à rendre compte des principaux événements qui sont survenus durant l'exercice écoulé. Donc, rapport de gestion rédigé par la direction et dont le but est de rendre compte, d'expliquer les principaux événements qui sont survenus au cours de l'exercice écoulé. À ces documents s'ajoute également le rapport du commissaire aux comptes. Si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, nous verrons quelles sont les conditions tout à l'heure. Donc à ces documents s'ajoute le rapport du commissaire aux comptes. Encore une fois, si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, dans ce rapport, le commissaire aux comptes commente les comptes annuels et explique les raisons pour lesquelles il approuve, ou il certifie plus exactement, ou éventuellement refuse de certifier les comptes annuels. Donc, dans le rapport du commissaire aux comptes, si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, ce commissaire aux comptes commente les comptes de l'entreprise, explique
quelles ont été les diligences qu'il a accomplies. Et puis, ils indiquent leur décision soit de certifier avec réserve. Il y a 3 possibilités. Ils peuvent certifier avec réserve, ou alors refuser de certifier les comptes de l'entreprise. Évidemment, lorsqu'ils refusent de certifier les comptes de l'entreprise, ça n'est pas très bon signe concernant la qualité du travail qui a été fait par les dirigeants. Alors, une petite précision, la loi maintenant essaye d'alléger un petit peu les obligations des sociétés en matière administrative et désormais le rapport de gestion n'est plus obligatoire dans les petites sociétés. Si certains seuils ne sont pas atteints, je vous en fais grâce. Mais sachez que dans les petites sociétés, le rapport de gestion maintenant n'est plus obligatoire, même s'il est toujours possible pour les dirigeants d'en rédiger. Monsieur, Oui. j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que si les associés refusent, n'approuvent pas les comptes des dirigeants, les dirigeants doivent démissionner. Mais les associés ne pourraient pas en profiter pour justement trouver une bonne raison de faire en sorte que le dirigeant s'en aille sans respecter le processus de défense, etc. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de lui donner des indemnités. Ils ne pourraient pas en profiter pour le… Non. Alors, le fait de refuser d'approuver les comptes ne les dispense pas de respecter la procédure du contradictoire, si c'est à ça que vous pensez. Je pense que c'est à ça que vous pensez. Oui. Et les autres obligations que je vous ai décrites dans le cadre de la révocation d'un dirigeant, hein, en tout cas, il ne faut absolument pas le faire parce que si on ne respecte pas le contradictoire, on s'expose à devoir verser des indemnités aux dirigeants. Alors qu'après, cette situation leur offre un juste motif de révocation, ça peut être le cas. Je vous ai dit tout à l'heure, s'agissant de la démission des dirigeants, que ça peut amener certains dirigeants à démissionner, ça n'est pas obligatoire, hein, et ça n'est pas automatique d'ailleurs, ce n'est pas parce que les associés refusent d'approuver les comptes qu'automatiquement les dirigeants doivent démissionner, mais c'est vrai que le désaveu est à ce point cinglant que certains dirigeants préfèrent en tirer les conséquences et partir. Mais en revanche, si à cette occasion, les associés veulent profiter de cette sanction pour essayer de révoquer les dirigeants, il faudra, si la loi exige un juste motif, qu'il y ait un juste motif. Le refus de certifier les comptes n'est pas en lui-même un juste motif. Il faut qu'il soit motivé par une raison qui, elle, constitue un juste motif de révocation. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord, merci. Alors, les associés donc approuvent les comptes annuels ou ne les approuvent pas d'ailleurs. Hein. Ils sont libres d'approuver ou de ne pas approuver les comptes annuels. Chaque associé vote comme il le souhaite. Si ces comptes annuels sont approuvés, les associés doivent également affecter le résultat de l'entreprise, qui est soit un bénéfice, soit un déficit. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de répéter, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors si les associés approuvent les comptes annuels, ils doivent ensuite affecter le résultat. Donc, ils doivent affecter le résultat qui est soit déficitaire, soit bénéficiaire. Alors là, il faut distinguer ces deux situations. Donc, soit le résultat est déficitaire. Et dans ce cas, les associés ne peuvent pas distribuer de dividendes puisque le résultat est déficitaire. Donc, ils doivent affecter ce résultat déficitaire en compte report à nouveau. Donc, ils doivent affecter
ce résultat déficitaire en compte report à nouveau. Alors, quand je vous dis qu'ils ne peuvent pas distribuer de dividendes, ils ne peuvent pas distribuer de dividendes sur les résultats de l'exercice, puisqu'il est déficitaire. Par hypothèse, on ne distribue des dividendes que sur un bénéfice. En revanche, s'il y a eu des bénéfices auparavant et s'il y a des réserves, là, ils peuvent décider de distribuer des dividendes sur les bénéfices antérieurs ou sur les réserves, mais pas sur le déficit de l'année en cours, bien évidemment. Donc, s'il y a un déficit, ce déficit doit être affecté en report à nouveau. Donc, ça viendra soit diminuer les réserves précédemment constituées, soit augmenter le report à nouveau débiteur s'il y a déjà eu des pertes par le passé, ce qui serait mauvais signe pour la santé de l'entreprise. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, la société fait des bénéfices. Et alors là, si la société fait des bénéfices, les dirigeants ont le choix entre trois possibilités. Soit ils sont excessivement prudents et ils mettent la totalité des bénéfices en réserve. Donc, soit ils sont prudents et ils mettent la totalité des bénéfices en réserve. Soit ils sont très optimistes et ils distribuent sous forme de dividende la totalité du bénéfice de l'exercice. Donc, deuxième possibilité, ils distribuent sous forme de dividende la totalité du bénéfice de l'exercice, ce qu'ils ne peuvent pas faire s'il y a des reports à nouveau déficitaires antérieurs, parce qu'à ce moment-là, il faut purger les reports à nouveau déficitaires antérieurs. Et puis, la troisième hypothèse, qui est celle qui est le plus souvent adoptée, c'est que les dirigeants proposent, et donc l'Assemblée décide de distribuer une partie du résultat sous forme de dividende. En général, entre 30 et 35%, 40% pour les entreprises qui sont prudentes. On ne distribue pas la totalité, même la majorité du bénéfice. Donc, dividende entre 30 et 40% en général, et le reste est mis en réserve et donc épargné, entre guillemets, pour financer le développement et le fonctionnement de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire sur le grand B qui concernait donc les comptes annuels. Excusez-moi, monsieur. Oui, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez réexpliquer pour le cas si c'est déficitaire? En fait, j'ai pas très bien compris le report à nouveau. Alors, si c'est déficitaire, il faut affecter ce déficit au compte report à nouveau. Donc, en fait, c'est une oui. obligation comptable. Autrement dit, si vous voulez, pour essayer d'être plus clair, tant que la société fait des pertes, elle doit en quelque sorte les garder en mémoire. C'est ce que traduit un peu cette affectation en compte report à nouveau. Elle doit les garder en mémoire parce que ces pertes, alors d'abord peuvent déboucher sur le déclenchement d'une procédure lorsque les capitaux propres deviennent du fait de ces pertes inférieures à la moitié du capital social. Donc la loi dans ce cas-là impose aux dirigeants de mettre en œuvre une procédure et de se poser la question de savoir si on dissout la société. Et donc, il faut affecter ces pertes au compte report à nouveau. Alors, s'il y a plusieurs pertes, plusieurs années d'affilée, le report à nouveau débiteur va augmenter. Et puis, à l'inverse, si à la suite d'une perte, il y a des bénéfices, les bénéfices vont être affectés aussi en compte report à nouveau, ce qui va venir éventuellement absorber, purger les pertes antérieures. L'idée étant, si vous voulez, que quand vous faites des pertes, vous ne pouvez pas distribuer de bénéfices, et tant que vous n'avez pas fait de bénéfices suffisants pour apurer les pertes antérieures, vous ne pouvez pas distribuer de bénéfices. Autrement dit, quand vous faites des pertes, on vous dit il faut les inscrire à un compte. Par exemple, si vous faites 30 000 euros de pertes, et si l'année suivante vous faites 20 000 euros de bénéfices, vous ne pourrez pas distribuer de dividendes parce que la totalité des pertes antérieures n'aura pas été purgée, n'aura pas été compensée par les bénéfices.
En revanche, si vous avez un report déficitaire, un report à nouveau déficitaire de 30 000 euros, et si vous faites 50 000 euros de bénéfices, là, je dirais que vous annulez les pertes antérieures et vous pouvez, pourquoi pas, distribuer sous forme de dividendes les 20 000 euros supplémentaires. D'accord, ok. Merci. C'est à peu près clair, c'est difficile à expliquer comme ça à distance, hein. Si, j'ai compris, merci. Oui, c'est clair, d'accord. Ça ressort plus du droit comptable en fait que du droit des sociétés. C'est un peu la frontière entre les deux. Monsieur, j'aurais une question, s'il vous plaît, également. Oui, Si c'est possible que pas l'ensemble des actionnaires sont pour oui, bien sûr. le rapport? Et du coup, est-ce que ça se jouerait sur... ce serait une question de majorité ou ce serait... Oui, c'est toujours, ça doit être approuvé à la majorité des droits de vote. D'accord, merci. Donc vous pouvez avoir, ça c'est le jeu de la majorité, hein, c'est comme dans une élection, c'est pareil. Si vous avez la majorité des associés, enfin plus exactement, la majorité des droits de vote, parce que on raisonne en droits de vote, hein, et non pas en nombre d'associés, sauf dans la société en non collectif, mais on raisonne en droits de vote. Donc si la majorité des droits de vote s'exprime en faveur de l'approbation des comptes, vous pouvez très bien avoir par exemple 55% pour, 45% contre. C'est la loi de la majorité qui l'emporte. Merci. Sauf majorité plus exigeante prévue par les statuts. Voilà pour le grand B, donc l'approbation des comptes annuels. On va maintenant venir au grand C, qui sera le dernier sous-développement de ce grand 1. Grand C, les décisions réservées aux associés. Donc grand C, les décisions réservées aux associés. Alors, tout ce que je vais vous dire, là encore, doit être modéré, doit être modéré dans les SAS, parce que dans les SAS, en réalité, la loi donne une liberté d'organisation quasi totale, et donc les associés peuvent choisir des règles qui sont différentes des règles que l'on trouve habituellement dans les autres formes sociales, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, pour ne citer que les autres sociétés les plus courantes, hein. Simplement, il faut savoir qu'en pratique, dans les SAS, on retrouve, même s'il y a une grande liberté, en fait, on retrouve très souvent des règles un peu identiques à celles que l'on trouve dans les autres sociétés. Donc, la loi réserve aux associés un certain nombre de décisions La loi réserve aux associés un certain nombre de décisions. Je vais vous en citer 3. La première décision, alors en marge de l'approbation des comptes annuels, hein, que nous venons de voir, la première décision, c'est l'approbation de ce qu'on appelle les conventions réglementées. Donc l'approbation des conventions réglementées, qui sont les conventions conclues entre la société d'une part, donc approbation des conventions réglementées, qui sont les conventions conclues entre la société d'une part et un dirigeant ou un actionnaire important d'autre part. Donc approbation des conventions réglementées, qui sont des conventions conclues entre la société d'une part et un dirigeant ou un actionnaire important d'autre part. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ces conventions des conventions réglementées? C'est parce que ce sont des conventions potentiellement dangereuses dans la mesure où il peut être tentant pour le dirigeant ou l'associé, donc ce sont des conventions potentiellement dangereuses, parce qu'il peut être tentant pour le dirigeant ou l'associé de se faire consentir des conditions plus favorables que celles du marché. Donc ce sont des conventions potentiellement dangereuses, car il peut être tentant pour le dirigeant ou l'associé de se faire consentir des conditions financières, bien évidemment, plus avantageuses que celles habituellement pratiquées par le marché. Je vous donne un exemple.
Fréquemment, le dirigeant de l'entreprise achète des locaux qu'il loue à la société. Donc, fréquemment, le dirigeant de la société achète des locaux qu'il loue à la société et dans laquelle, d'ailleurs, la société établit souvent son siège social. Comme le dirigeant signe à la fois à titre personnel et en qualité de dirigeant de la société, il peut être tentant pour lui de stipuler un loyer qui sera un loyer un peu supérieur à celui qu'un autre propriétaire indépendant aurait consenti à la société. Il peut être tentant pour lui de se consentir ce petit avantage que constituerait un loyer qui serait un peu supérieur au loyer de marché. Monsieur, le Oui. dirigeant qui loue le local, c'est le dirigeant de la société également? Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais du coup, c'est un peu bizarre puisque c'est lui qui prend, parce que le dirigeant, il prend les décisions internes et externes. Du coup, sa société lui doit de l'argent pour la location du local. Oui, mais ça, c'est pas choquant. Ça arrive assez fréquemment qu'un dirigeant dans les petites structures, ça arrive assez souvent qu'un dirigeant achète un local pour le louer à la société. Le dirigeant qui est en général aussi d'ailleurs l'actionnaire majoritaire. Là, on parle de petites structures. Donc, en soi, si vous voulez, alors après, vous êtes tout à fait libre d'avoir un avis sur la question, mais je dirais qu'en soi, ça n'est pas choquant dès lors que le dirigeant est souvent actionnaire majoritaire en question, n'en profite pas pour se faire consentir des conditions plus favorables. C'est-à-dire que s'il achète un local qui correspond bien à l'activité de la société et si il prévoit un loyer qui est un loyer conforme au marché, il n'y a pas grand-chose à dire. Là où il y a des choses à dire en revanche, c'est lorsque le dirigeant, au lieu de mettre un loyer normal, met un loyer plus élevé parce que, par exemple, il aura contracté un prêt sur une durée plus courte pour payer moins d'intérêts et donc il estime qu'à ce moment-là, la société devra payer un loyer plus important. Ça peut être dommageable pour la société et ça peut être contraire aux intérêts financiers de la société. C'est la raison pour laquelle ce genre de convention réglementée, alors il y en a d'autres, pas forcément qu'un contrat de bail, mais c'est la raison pour laquelle ces conventions réglementées doivent être surveillées. Et elles doivent être surveillées par les actionnaires Donc ces conventions réglementées, potentiellement dangereuses, doivent être surveillées. Elles doivent être surveillées par les actionnaires qui donc approuvent ou n'approuvent pas, en tout cas statuent sur ces conventions lors de chaque assemblée générale annuelle. Donc ces conventions doivent être surveillées, doivent être contrôlées par les actionnaires qui donc statuent sur ces conventions lors de chaque assemblée générale annuelle. Donc les associés approuvent ou n'approuvent pas ces conventions. C'est une approbation postérieure, c'est-à-dire que, sauf dans l'ASA, on y reviendra tout à l'heure, mais on n'exige pas que les associés ou les actionnaires aient donné leur autorisation avant la conclusion de la convention, mais c'est un contrôle a posteriori, c'est-à-dire après la conclusion de la convention. Et ce contrôle, il est fait sur la base d'un rapport spécial qui est préparé soit par le dirigeant, soit par le commissaire aux comptes, si la société a un commissaire aux comptes. Donc ce contrôle est fait sur la base d'un rapport spécial qui est différent du rapport de gestion. Donc rapport spécial préparé soit par le dirigeant, soit par le commissaire aux comptes, si la société a un commissaire aux comptes.
ce rapport spécial décrit les principales caractéristiques de la ou des conventions, qui tombent sous ce régime, qui sont concernées par ce régime, donc des conventions réglementées. Donc, je répète, chaque année, l'Assemblée des actionnaires se prononce a posteriori sur les conventions déjà conclues, sur la base du rapport spécial qui est préparé par le dirigeant ou par le commissaire aux comptes et qui donc récapitule, qui décrit les principales caractéristiques de la ou des conventions concernées et qui doivent être, sur lesquelles les associés doivent statuer. À noter que si les associés désapprouvent, ça n'a pas d'incidence sur la validité des conventions, mais éventuellement, la société peut être indemnisée s'il est avéré que la convention est défavorable pour elle. La seule exception, c'est l'ASA, mais on verra tout à l'heure, le régime un petit peu particulier, où là, il doit y avoir une approbation préalable qui est donnée non pas par l'Assemblée, mais par l'organe de gestion, c'est-à-dire en l'occurrence le conseil d'administration, le conseil de surveillance. On y reviendra dans quelques minutes. Donc, première prérogative, premier droit réservé aux associés, l'approbation des conventions réglementées. Deuxième droit, deuxième prérogative particulière réservée par la loi aux associés, c'est la modification des statuts. La modification des statuts, là encore, avec des réserves concernant la SAS. La modification des statuts doit toujours être approuvée par les associés en assemblée. Et comme les statuts, c'est le contrat de société, hein, donc c'est un document important, cette approbation, en général, doit être prononcée avec une majorité renforcée, ou ce qu'on appelle également une majorité qualifiée, qui est souvent la majorité des 2/3 des droits de vote. Donc, modification des statuts doit être faite, décidée en assemblée générale par les actionnaires, et très souvent, cette modification ne peut être adoptée que si elle recueille ce qu'on appelle une majorité renforcer une majorité qualifiée, qui est souvent la majorité des 2/3 des droits de vote, puisqu'on exprime toujours un résultat en droit de vote, et non pas en action, puisqu'il peut y avoir une distorsion, pour part sociale, puisqu'il peut y avoir une distorsion entre les droits de vote et les actions, ce qui n'est pas le cas des parts sociales. Et dernière prérogative, là on en a déjà parlé, donc je passerai un petit peu plus rapidement, c'est la nomination et la révocation des dirigeants. Donc, nomination et révocation des dirigeants, là encore avec un tempérament pour la SAS, puisqu'on peut organiser tout à fait librement la nomination et la révocation qui n'est pas forcément prononcée par les associés dans la SAS. La loi laisse toute liberté. Et dans les autres sociétés, ce sont bien les actionnaires qui nomment et qui révoquent les dirigeants, avec là aussi un autre tempérament dans la SA, puisque dans la société anonyme, les actionnaires nomment un organe intermédiaire, qui est soit le conseil d'administration, soit le conseil de surveillance, et c'est cet organe intermédiaire, conseil d'administration ou conseil de surveillance, qui va à son tour nommer les dirigeants et les révoquer, ce qui est vrai pour le conseil d'administration, ce qui l'est un peu moins pour le conseil de surveillance, parce que le régime est un peu particulier. Voilà ce que je voulais vous dire pour le grand 1. Si tout est clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions, nous passons au grand 2. Grand 2, le contrôle par les autres organes. Grand 2, le contrôle par les autres organes. Alors, on va aborder 2 points dans ce paragraphe grand 2, donc le contrôle par les autres organes. On va s'intéresser grand A aux commissaires aux comptes, comme je vous l'avais promis tout à l'heure. Grand A, les commissaires aux comptes,
Et en grand B, on fera un petit focus sur une société particulière qui est la société anonyme, dont l'organisation est un peu spécifique. Donc, on verra grand B le rôle des organes de la société anonyme. Mais tout d'abord, donc grand A, les commissaires aux comptes. Alors, quand doivent-ils être nommés? Alors, là, la réponse n'est pas uniforme en fonction des différentes sociétés. Donc, il faut distinguer deux catégories de sociétés. Alors, leur nomination est obligatoire dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Donc, la nomination d'un commissaire aux comptes au moins, est obligatoire dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Et ces sociétés doivent toujours avoir un commissaire aux comptes. Dans les autres sociétés, SAS, SARL, SNC, donc dans les autres sociétés commerciales, la nomination d'un commissaire aux comptes n'est obligatoire que si 2 des 3 seuils suivants sont franchis. Donc dans les autres sociétés, société par action simplifiée, société à responsabilité limitée, société en non collectif, SAS, SARL, SNC, la nomination d'un commissaire aux comptes n'est obligatoire que si 2 des 3 seuils suivants sont franchis, et quand on dit 2 des 3 seuils suivants sont franchis, c'est sont franchis à la clôture de l'exercice, puisque c'est toujours à cette date-là que l'on apprécie si ces obligations sont ou non atteintes, si ces seuils sont ou non franchis. Alors, quels sont ces 3 seuils? Donc, il faut que 2 des 3 seuils suivants soient franchis. Ces 3 seuils sont les suivants. Total de bilan supérieur à 4 millions d'euros. Premier seuil, total de bilan supérieur à 4 millions d'euros. Deuxième seuil, chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros. Deuxième seuil, chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros. Troisième et dernier seuil, nombre de salariés supérieur à 50. Nombre de salariés supérieur à 50, je récapitule. Total du bilan supérieur à 4 millions d'euros. Chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros. Nombre de salariés supérieur à 50. Donc, si à la clôture d'un exercice, 2 de ces 3 seuils sont franchis, alors la société doit obligatoirement nommer un commissaire aux comptes lors de la prochaine assemblée ordinaire annuelle. Excusez-moi, monsieur. Oui. En fait, c'était juste par rapport à votre premier point sur les SA et les sociétés en commandite par action. Je crois que ça a été changé dernièrement, en fait, que c'était obligatoire et qu'ils ont harmonisé pour toutes les sociétés les seuils. Alors, je vérifierai, mais il ne me semble pas. Mais je vérifierai. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on est toujours dans cette situation. Je vais re-regarder. Donc, nomination obligatoire lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Et si cette nomination n'est pas faite, l'assemblée est nulle. Donc, si cette nomination n'est pas faite, l'assemblée est nulle. Donc, si cette nomination n'est pas accomplie, l'assemblée est nulle. Lorsque la société établit des comptes consolidés, lorsque la société établit des comptes consolidés,
il est nécessaire de nommer un deuxième commissaire aux comptes titulaire. Lorsque la société établit des comptes consolidés, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de sociétés et que des comptes doivent être établis pour rendre compte de la situation comptable de l'ensemble des sociétés du groupe, donc lorsqu'il y a des comptes consolidés, il faut nommer un deuxième commissaire aux comptes titulaire. Il faut nommer un deuxième commissaire aux comptes titulaire. Et il est obligatoire de nommer un ou deux commissaires aux comptes suppléants qui ont donc vocation, en cas de problème des titulaires, à prendre leur place. Il est obligatoire de nommer un ou deux commissaires aux comptes suppléants lorsque les commissaires aux comptes titulaires ne sont pas des sociétés. Donc, il est obligatoire de nommer un ou deux commissaires aux comptes suppléants, selon que la société a un ou deux commissaires aux comptes titulaires, si les commissaires aux comptes titulaires ne sont pas des sociétés. Les commissaires aux comptes sont nommés pour un mandat de 6 exercices. On ne raisonne pas en termes d'années, mais on raisonne en termes d'exercices, donc ils sont nommés pour 6 exercices. Et ils ne peuvent être révoqués que pour des fautes d'une particulière gravité. Donc les commissaires aux comptes ne peuvent être révoqués que pour des fautes d'une particulière gravité. Pourquoi ne peuvent-ils être révoqués que pour des fautes d'une particulière gravité? Parce qu'ils doivent être indépendants. Leur rôle, c'est, on le verra tout à l'heure, de vérifier que le dirigeant fait bien son travail. Évidemment, il serait très facile au dirigeant de renvoyer le commissaire aux comptes qui ne ferait pas bien son travail. Mais à ce moment-là, le commissaire aux comptes n'aurait plus l'indépendance nécessaire pour justement faire ce travail. Donc, un commissaire aux comptes doit rester en exercice et il ne peut pas être renvoyé à tout bout de champ par le dirigeant. Il ne peut être renvoyé, récusé d'ailleurs, que s'il commet une faute particulièrement grave. Monsieur, oui. Un exercice dure 1 an? Alors, en principe, un exercice, c'est 1 an, oui. Il peut arriver que ce soit un peu moins d'1 an ou un peu plus d'1 an, mais à titre exceptionnel. D'accord. Mais en général, la règle générale, c'est qu'un exercice, c'est 1 an. Par contre, il n'est pas obligatoire. Souvent, cet exercice coïncide avec l'année civile, mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien avoir un exercice qui va, par exemple, du 15 mars d'une année au 14 mars de l'année suivante. C'est tout à fait possible. Quelle est la mission du commissaire aux comptes? Quelle est la mission du commissaire aux comptes? Le commissaire aux comptes a 4 obligations essentielles. Première obligation, il doit s'assurer que les comptes traduisent fidèlement l'état du patrimoine de la société. Donc, première obligation, le commissaire aux comptes doit s'assurer que les comptes traduisent fidèlement l'état du patrimoine de la société. Donc, le commissaire aux comptes doit s'assurer que les comptes traduisent fidèlement l'état du patrimoine de la société. C'est sa première obligation, ou leur première obligation s'ils sont plusieurs. La deuxième obligation des commissaires aux comptes, c'est d'informer les associés lors de la tenue de l'assemblée d'approbation des comptes, l'assemblée annuelle. Donc, deuxième obligation, informer les associés.
lors de l'assemblée annuelle. Et donc, dans cette optique, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le commissaire aux comptes établit un rapport sur les comptes annuels. Donc, le commissaire aux comptes établit un rapport sur les comptes annuels, rapport qui est transmis avec les autres documents préalablement à la tenue de l'Assemblée aux actionnaires. Donc, le commissaire aux comptes établit un rapport général sur les comptes annuels, rapport qui est transmis avec les autres documents, les comptes, les résolutions, le rapport de gestion s'il existe, aux associés avant l'Assemblée générale annuelle. Et ils établissent également un rapport sur les conventions réglementées dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui aussi remis aux associés avant l'Assemblée annuelle. Donc, ils établissent également un rapport sur les conventions réglementées, ce qu'on appelle un rapport spécial sur les conventions réglementées, en vue de décrire les conventions qui doivent être approuvées par les associés, conventions qui rentrent dans ce régime et qui doivent être approuvées par les associés. C'est ce rapport spécial dont je vous parlais tout à l'heure lorsqu'on évoquait les conventions réglementées. Troisième obligation, il doit veiller à ce que la situation de la société ne se dégrade pas dangereusement. Troisième obligation, il doit veiller à ce que la situation de la société ne se dégrade pas dangereusement. Donc, il doit veiller à ce que la situation de la société ne se dégrade pas dangereusement. Et ils peuvent, si c'est le cas, déclencher ce qu'on appelle la procédure d'alerte. Donc, ils doivent veiller à ce que la situation de la société ne se dégrade pas dangereusement et ils doivent, dans ce cas, déclencher la procédure d'alerte qui est une procédure qui vise à attirer l'attention du dirigeant et, si le dirigeant ne réagit pas, à saisir le tribunal de commerce pour prévenir l'aggravation de ces difficultés. J'ai pas compris. Et si le dirigeant il réagit pas, qu'est-ce qui se passe? Si le dirigeant ne réagit pas, le commissaire aux comptes va saisir le tribunal de commerce qui va demander des explications au dirigeant. Qui peut d'ailleurs convoquer le dirigeant. Alors, il y a diverses procédures qui sont prévues. L'une d'entre elles étant que le dirigeant est convoqué pour fournir des explications. Bon, puis après, ça peut aller éventuellement jusqu'au redressement judiciaire si vraiment la situation s'aggrave. Et puis, quatrième et dernière obligation du commissaire aux comptes, qui n'est pas la plus agréable, c'est de dénoncer au procureur de la République tout délit, donc toute infraction pénale qui serait commise par le dirigeant. Donc, dénoncer au procureur de la République toute infraction pénale, tout délit pénal qui serait commis par le dirigeant, évidemment, au détriment de la société. Un des plus courants, un des plus connus de ces délits étant l'abus de bien social, c'est-à-dire le fait d'utiliser de l'argent de la société, non pas dans l'intérêt de la société, mais dans un intérêt autre, et parfois malheureusement dans l'intérêt du dirigeant lui-même. Donc, si le commissaire aux comptes est témoin d'un tel acte, il a l'obligation, sous peine d'encourir des sanctions très graves, il a l'obligation d'écrire une lettre au procureur de la République pour dénoncer ces agissements. Voilà pour ce qui est de la mission des commissaires aux comptes. Et donc, on en a fini avec le grand A. Je vous propose maintenant de nous pencher, de faire un petit focus sur la société anonyme, sur le fonctionnement de la société anonyme, qui est une société
un peu particulière à bien des égards. Donc, grand B, le rôle des organes de la société anonyme. Grand B, le rôle des organes de la société anonyme. Alors, la société anonyme est une société assez spéciale. C'est une société qui est en général d'une certaine taille, puisque toutes les sociétés cotées en bourse doivent avoir la forme de société anonyme ou de commandite par action. C'est l'une ou l'autre. Mais ce sont très souvent des sociétés anonymes. Ça peut être maintenant aussi des sociétés européennes, puisque c'est une nouvelle forme sociale qui se développe de manière assez régulière et qui concerne surtout les très grosses sociétés. Donc les sociétés anonymes sont souvent des sociétés de taille importante et de plus en plus, puisque toutes les autres sociétés adoptent d'autres formes sociales qui sont plus souples. Et étant d'une taille économique importante, elles ont souvent beaucoup d'actionnaires. C'est la raison pour laquelle la loi a pensé qu'il était trop compliqué pour un nombre important d'actionnaires de désigner les dirigeants, de révoquer les dirigeants. Et donc, il fallait désigner un organe intermédiaire. Cet organe intermédiaire étant soit le conseil d'administration, soit le conseil de surveillance, parce que s'agissant des sociétés anonymes, il y a deux modes de gouvernance possibles. Donc la société anonyme à conseil d'administration ou la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Donc c'est un fonctionnement un peu particulier. Donc les actionnaires désignent selon le type de direction, soit les membres du conseil d'administration, soit les membres du conseil de surveillance. Et ce sont ces administrateurs ou ces membres du conseil de surveillance qui, à leur tour, vont désigner les dirigeants opérationnels que sont le directeur général d'une part et les membres du directoire d'autre part. Donc, le conseil d'administration désigne le directeur général et le révoque, le cas échéant. Il désigne également le président du conseil d'administration et éventuellement des directeurs généraux délégués si la société décide d'en nommer. Et le conseil de surveillance, lui, nomme les membres et le président du directoire, puisque dans ce type de structure, on a une direction collégiale qui est assurée donc par un directoire dont le conseil de surveillance nomme également le dirigeant. Alors, ces deux organes ont une fonction commune. Donc, le conseil d'administration et le conseil de surveillance ont une fonction commune qui est de contrôler la gestion des dirigeants opérationnels. Donc, fonction commune qui est de contrôler la gestion des dirigeants opérationnels. Donc ça, c'est leur fonction commune. En revanche, le conseil de surveillance est un pur organe de contrôle, donc il n'accomplit que cette mission, alors que le conseil d'administration, lui, a le pouvoir d'adopter les décisions de gestion les plus importantes. Ce n'est pas tout à fait la formulation retenue par la loi, mais ça revient à ça. Donc il peut intervenir dans la gestion et adopter les décisions de gestion les plus importantes. Donc ça, c'est le rôle du conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration a un certain rôle quand même dans la gestion de la société, même si son rôle se résume à l'adoption des décisions les plus importantes, alors que le conseil de surveillance, lui, ne fait que surveiller l'action des dirigeants, donc il les nomme, et il surveille l'action des dirigeants.
Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter le pouvoir qu'il a, le conseil d'administration? J'ai pas entendu ça. Le conseil d'administration a le pouvoir d'intervenir dans la gestion de la société pour adopter les décisions les plus importantes. Alors, il y a une dernière différence entre les deux modes de gestion, donc à directoire et conseil de surveillance. C'est que dans les sociétés à conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui révoque les dirigeants. Donc, dans les sociétés à conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui révoque les dirigeants, alors que dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, c'est l'Assemblée, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est l'Assemblée qui révoque les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire. Même si les statuts peuvent prévoir que le conseil de surveillance a le pouvoir concurrent de révoquer, mais ça ne remplace pas en tout état de cause le pouvoir de l'Assemblée. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter qui fait c'est l'Assemblée je me rappelle plus C'est l'Assemblée comment- qui révoque les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire. D'accord, merci.